Premier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bena Bougma, Joufra Vaha. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, Juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, Juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Audit des structures publiques au Burkina Faso, l'ASE-LC sollicite la contribution des citoyens. Dans un communiqué en date du 7 avril dernier, le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle de la lutte contre la corruption lance un appel à toutes les personnes susceptibles de lui fournir des informations sur les acquisitions de patrimoine mobilier et immobilier au Burkina Faso et à l'étranger susceptibles de constituer des faits de délit d'apparence, d'enrichissement illicite, de détournement de biens publics. C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. En seconde partie d'émission, nous allons parler de l'actualité malienne et de cette actualité-là en lien avec le massacre présumé des civils à Moura au Mali. Les autorités de la transition auraient bloqué une enquête de la MUNISPA. Nous allons revenir en tout cas sur ces actualités-là, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Avant-propos, messieurs les juges, vous avez la parole. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Alors, ce qui retient notre attention de cette actualité, pour ne pas dire cette semaine qui démarre, c'est pour souhaiter une très bonne semaine à tous les Burkinabés. C'est pratiquement un rituel chez moi. J'en déroge rarement. Donc, souhaiter une très bonne semaine à tout le monde. Et puis, beaucoup de courage aux jeûneurs. Parce que ceux qui sont de l'église catholique, le carême tire à sa fin, ils sont dans la semaine sainte. Mais pour le jeûne du Ramadan, lui, il est en plein pied. Et avec surtout que nous sommes en plein moment de la chaleur. C'est vrai qu'hier, il a plu. Mais ce n'est pas aussi simple. Quand vous regardez le thermomètre, vous voyez que dans ces conditions, ce n'est vraiment pas évident. Donc, beaucoup de courage à toutes ces personnes qui traversent ces moments-là pour renforcer leur spiritualité, pour se rapprocher davantage de Dieu. Donc, beaucoup de courage à eux. Et ce que je voudrais également souhaiter comme courage, c'est à tout le monde, mais aussi j'avais une citation que j'ai préparée en la matière, un extrait comment on appelle ça, mais bon, je ne le trouve pas. Il y a un événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les décorateurs sont venus du Ghana. Ça a eu beaucoup de commentaires, mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'écrit d'un des Ivoiriens qui dit qu'il faut nous remettre en cause, nous remettre au travail et cesser les décorations de boîtes de nuit et tirer les leçons de ce qui s'est passé. Si les organisateurs ont eu recours aux décorateurs ghanéens, c'est parce qu'ils avaient une plus-value. Et c'est vrai, quand ils montrent les images, vous regardez, effectivement, il y a un travail de fond. Ici, ce n'est pas d'insulter l'organisateur, parce que c'était un mariage, c'est un événement personnel, privé. Ce n'est pas d'insulter, c'est de faire le constat qu'il y a encore un travail à faire. Et donc, le texte était tellement bien écrit que je l'avais préparé pour le relire, parce que ça parle. Donc, c'est de dire aux uns aux autres, à un moment donné, de cesser aussi d'accuser les vis-à-vis, se remettre en cause, se perfectionner dans les choix qu'on a faits, travailler à être excellent, travailler à être incontournable, à telle enseigne qu'à un moment donné, les gens viennent de l'extérieur pour demander votre expertise, quel que soit dans le domaine où vous êtes. C'est de se concentrer, mais cesser d'accuser l'autre, cesser de faire d'ailleurs, de tirer l'autre vers le bas, pensant quand on tire vers l'autre vers le bas, c'est ce qui va nous élever. Non, parce que ça, qu'ils viennent vers le bas ou qu'ils ne viennent pas vers le bas, ce que vous aurez pu avoir comme fruit de votre travail, vous l'aurez. Et donc, c'est une pensée positive que je voulais partager. J'ai cherché mon texte, je ne vois plus, je ne sais pas où je l'ai gardé. Donc, je m'excuse. Peut-être lundi prochain, je reviendrai là-dessus comme c'est un rituel dès lundi. Mais j'ai dit bien, c'était une très bonne leçon qui avait été donnée de voir par rapport à ce qui a été donné de voir sur, comment on appelle ça, cette décoration. Ça aurait été sous nos cieux. C'est pas évident pour les organisateurs. Il y en a même qui allaient aller maudire le couple là, d'avoir fait venir un décorateur étranger. Mais ici, plutôt que d'en vouloir aux organisateurs, c'est une remise en cause, tirer les leçons et à être plus
professionnelle possible. Donc beaucoup de courage aux uns aux autres, la persévérance, ce sont les excuses, les accusations, et puis prenons conscience et avançons. Merci, Juge Bourma. Juge Va, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner les élections en France. On connaît plus ou moins les grosses, je ne vais pas dire les grosses tendances, en tout cas, on a pratiquement le clair mot. C'est 27,6% pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 23,4%. Il y a Jean-Luc Mélenchon, 22%, et Zemmour, 7,1%. Bon, les restes, c'est Valérie Pécresse, Yannick Jadot, tous ceux-là qui viennent après. Et donc, on aura, comme en 2017, un second tour, donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Maintenant, c'est vrai que Macron l'avait battu à plate couture au second tour, mais on se rend compte que pour ce qui est de cette fois-ci, il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que quand vous regardez, quand même, vous avez jusqu'à 3 messieurs, et une dame, qui se retrouvent au-dessus de 20%. Donc, ce qui n'est pas rien. Et ça sent clairement des basculements possibles. Qu'est-ce que ceux qui ont fait le choix pour Mélenchon, donc la France insoumise, vont vouloir comme vote pour le second tour? On attend de voir ce que ça va donner. Mais au-delà de ça, moi, il y a quelque chose que l'on pourrait faire remarquer quand même. Quand vous prenez Marine Le Pen, 23,4%, vous ajoutez à Éric Zemmour, 7,1%, vous dépassez les statistiques, les scores de Emmanuel Macron. Donc, on a, quoi qu'on dise, c'est l'extrême gauche, non, qui est en train de gagner du terrain. On connaît leur discours sur la question de l'immigration, sur les descendants africains, ceux qui sont arrivés il y a un peu moins longtemps. On connaît le discours de cette partie de la France-là les concernant. On n'a plus besoin de vous, on ne veut plus vous voir ici. Et il y a même les discours à la limite du raciste et tout. Mais ça, les statistiques, et à chaque fois qu'il y a des votes, la France veut comme nous montrer que c'est un peu les indésirables. Non, une grosse partie de la France pense ça et elle est comme ça. Donc à nous, Africains, de commencer à bien ouvrir les yeux et de comprendre. À chaque fois quand on a des élections, on a vu à un moment donné où ils ont même failli gagner, mais il y a eu tout le monde vent debout et on a fait un genre de, comment dire ça, d'attelage quelquefois mal assorti, juste pour ne pas qu'ils puissent accéder à la présidence. Mais à la réalité, c'est que c'est un sentiment français qui gagne du terrain. Et les Français, une bonne partie sont comme ça et pensent comme ça. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir à travers ces votes-là. Vous avez tous écouté le discours de quelqu'un comme Zemmour. C'est à la limite très insultant pour l'Africain. Marine Le Pen, elle a commencé à un peu voiler son discours, mais on connaît aussi le fond, toujours très insultant pour l'Africain. Donc il faudrait qu'on commence aussi à comprendre ce qu'est l'expression ou le sentiment français aujourd'hui pour ce continent et pour ses enfants. Très souvent, on est très vite sur sentiment anti-français. Mais eux, ils ont quel sentiment vis-à-vis de nous? Je crois qu'il y a des élections pour dénoter cela. Mais à chaque fois, on ne veut pas le montrer. À chaque fois, on fait comme si c'est marginal, ce n'est pas grave, ce n'est pas ceci, c'est des égarés, c'est des personnes qui ne comptent pas. Mais je dis encore, les statistiques dénotent des choses qui sont claires. Et pour moi, c'est la photographie réelle des sentiments, c'est la photographie réelle des choses. Vous mettez Zemmour, vous mettez Marine Le Pen, vous faites l'addition, ils sont passés. Et il n'y a pas de débat. Juste parce qu'il y a une bonne partie de la France qui est comme ça et qui pense comme ça. Merci pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM, dans le cadre de la lutte contre la corruption et dans le cadre justement du contrôle approfondi des structures publiques commanditées par le chef de l'État. La SELC sollicite la contribution des citoyens. En effet, dans un communiqué en date du 7 avril dernier, le contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption lance un appel à toute personne susceptible de lui fournir des informations sur les acquisitions de patrimoine mobilier et immobilier au Burkina Faso et à l'étranger, susceptibles justement de constituer des faits de délit d'apparence, d'enrichissement illicite, de détournement de biens publics. Alors, juge Bourma, votre regard sur cette approche-là et quelle peut être justement son efficacité? C'est une démarche délicate qui est attendue.
délicate parce que ça peut aller dans tous les sens. C'est pourquoi j'insiste également sur le mot délicate. J'ai dit, mais qui est aussi une démarche qui est attendue. Parce que dans l'ordre normal de fonctionnement des structures, un audit est très nécessaire pour pouvoir avancer. Ça peut être un audit organisationnel, pour voir est-ce que dans la chaîne de commandement, est-ce que l'organisation telle qu'elle est bâtie, est-ce que l'organigramme tel qu'il est dressé, est-ce que les responsabilités telles qu'elles sont logées dans les profils, est-ce que ça permet d'avoir du résultat, d'atteindre les objectifs. Donc, il y a cet audit organisationnel qui peut être commandité pour parfaire la structure, pour avoir plus de résultats, parce que vous mettez des moyens et vous ne voyez pas les résultats. Il y a des goulots d'étranglement, il y a des chaînes où l'argent reste ou bien ça ne facilite pas le boulot. Tout comme ça peut être à un autre niveau, pour voir la gestion même, est-ce que les ressources ont été très bien gérées ou pas. Donc, que ce soit organisationnel, financier, la gestion, tout, c'est très important de pouvoir le faire. Parce que ça vous permet de situer des responsabilités et de prendre de nouvelles directions. Et nous, dans notre cas, les organisations ont plusieurs fois été utilisées à des fins beaucoup plus personnelles, à des fins beaucoup plus électoralistes. C'est aller dans tous les sens. Il y a cette corruption passive et ou active. Il y a aussi le gaspillage des ressources, ces détournements des deniers publics. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ça demande à voir clair par rapport à un certain nombre de choses. Et n'oublions pas aussi que dans la crise dans laquelle nous sommes, non seulement il y a la crise politique et sociale, il y a la crise sécuritaire, mais il y a aussi la crise liée aux questions de malgouvernance. Donc il y a un moment donné, la bonne gouvernance a pris un coup sérieux et ça jouait également sur le climat social, où des injustices ont été faites, où des entreprises ont été coulées à dessein, où des gens ont pris l'argent du contribuable pour aller exécuter des bâtiments qui ne résistent pas à un tourbillon. Je ne parle pas d'un vent sérieux. Donc, conséquence, nous sommes dans une situation où il faut situer clairement les responsabilités. Et de ce point de vue-là, l'audit est naturellement une chose louable. Et je dis bien, maintenant je dis délicate, parce que ce qu'il faut éviter aussi, c'est de l'utiliser pour des règlements de compte. Alors que sous le tropique, parfois c'est pas loin. Et c'est aussi ça. Délicate également, compte tenu à un moment donné des implications de malversation dans certaines structures. La question, c'est qui est le bénéficiaire à un moment donné de grosses sommes d'argent qui quittent les coffres forts de certaines institutions. Donc il y a un regard serein à faire, un travail objectif à faire pour pouvoir atteindre des résultats probants. D'accord. Alors, c'est un chantier titanesque. Alors, faire l'audit des structures publiques, cela a été demandé par le chef de l'État. Donc, comme on l'a dit, l'ASE-LC a du pain sur la planche. Est-ce qu'une telle œuvre peut se faire justement sans la contribution des citoyens? On demande clairement des témoignages, des dénonciations qui vont certainement permettre d'établir des faits. Est-ce que vous comprenez justement cette démarche de l'ASE-LC d'associer les citoyens en leur demandant de faire des dénonciations, certainement et avec la garantie que cela se fera sous l'anonymat? Oui, moi je veux dire que je comprends la démarche. Je comprends la démarche parce que pour moi elle répond peut-être à la réalité de notre corruption et à la forme très souvent de sécurisation des fruits de cette corruption-là, notamment par les corrompus eux-mêmes. Je crois que c'est au regard de certain nombre d'éléments que cette décision-là a été prise. C'est vrai que tout à l'heure Bernard rappelait ce qui avait été aussi mis en branle, donc annoncé par le président d'Amiba et lancé de façon effective concernant les EPE, les sociétés d'État qu'on a et tout. Mais s'il y a eu des fraudes, les personnes qui s'en sont rendues coupables, sachez que ça constitue pour ces personnes-là un patrimoine qu'on tente quelquefois de sécuriser dans des investissements à travers des biens immobiliers et tout. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, comment aller chercher cela
sans qu'il y ait un concours motivé, demandé par exemple aux populations. Ça sera vraiment difficile. Vous savez, ça sera risible, hein, mais chacun connaît un peu les petites histoires d'un oncle, d'un parent, d'une connaissance, de quelqu'un au quartier, qui a été à un poste de responsabilité, mais qui après a vu sa vie vraiment changer. Mais vous allez fouiller, il n'est pas si idiot pour mettre toutes ces fortunes-là ou ces réalisations en son nom. Quelquefois, c'est son fils qui n'a pas 7 ans, qui est propriétaire de plusieurs immeubles. C'est un cousin au village qui ne mange pas 3 fois par jour, dont la carte d'identité est parvenue, qui ne sait même pas qu'il a des immeubles ici ou bien des biens immobiliers. C'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Donc, lorsqu'il y a des liens possibles, en tout cas, vus et su par certains, c'est la porte toute trouvée pour que l'on puisse investiguer. Ça veut dire que ça ne porte peut-être pas le nom direct de la personne en question, mais elle aura fait un dossier par des proches et tout. On appellera le proche pour comprendre comment est-ce qu'il a pu construire ceci et cela. Vous allez trouver des gens qui n'arrivent pas à bien manger et qui sont propriétaires du meuble, peut-être même ne le sachant même pas ou y ayant contribué moyennant ceci ou cela. Et ça devient un peu plus facile à la fin d'en avoir le bout. Mais je dis, ça reste très complexe. Ça reste toujours très complexe. On espère que ça va donner des fruits parce que, quoi qu'on dise, on a eu un type de corruption auquel on a été habitué et on a eu une façon de fonctionner à laquelle on a été habitué. Je pense que c'est au regard c'est tirant leçon de ces réalités-là qu'il y a j'appelle ça une vaste opération. Hein, parce que là, vous savez, le problème aussi du Burkinabé, c'est qu'on a tendance à toujours dire qu'on a des infos sur ceci, sur cela. Mais c'est le moment de venir les reverser. On a entendu à un moment donné sur l'ancien régime là, on avait parlé de ministres qui avaient fait des acquisitions, on parlait du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et tout. Ceux qui ont des éléments vont pouvoir maintenant les reverser. Et tranquillement, on pourra regarder. Et là, pour moi aussi, il faudra la coopération notamment des pays concernés. J'ai cité 2 pays, par exemple la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où dans tous les cas, de ce qui est ressorti de certaines colonnes, il y avait certains qui avaient sécurisé des biens là-bas en termes d'investissement et tout. Donc c'est le moment de bien regarder dans ces choses-là. Dans cette vaste lutte-là, je pense que rien ne devrait être, en tout cas, négligé. Maintenant, je suis d'accord que c'est très complexe. Vous savez, ils ont ouvert plusieurs fronts quand on regarde. C'est ce qui, moi, me dérange un peu. Tout à l'heure, on parlait de la question des EPE, des sociétés d'État. Quand vous regardez les audits, bon, je pense que on ne va rester que même avec la question de l'Assemblée nationale, ce qu'on a lancé et tout, c'est voir, par exemple, si les circuits ont été respectés dans les questions de dépenses et tout. Donc ça, pour moi, c'est dans l'ordre de la norme administrative. On est à un autre niveau, où ça ne permettra pas de lire vraiment dans la proportion qu'on avait en termes de corruption ou de mauvaise gestion dans ces secteurs-là ou bien dans ces sociétés-là. Parce que aujourd'hui, les gens sont très prudents. Ils savent que les pouvoirs peuvent changer et ils ne s'amusent pas à faire des écritures qui peuvent les mettre à mal demain. Vous avez un bon comptable, vous arrivez à avoir les moyens en tout cas de bien maquiller vos comptes, et pour quelqu'un qui viendra seulement que regarder est-ce que les protocoles sont respectés, n'y verra que du feu. Ça c'est vraiment une réalité. Mais il y a un autre type de contrôle qui pourrait avoir beaucoup plus d'impact. C'est qu'on devrait quitter la question de regarder si les protocoles ont été respectés, les normes, pour aller à l'enquête. Les SULC, le RENLAC, ils ont tellement de rapports. Pourquoi on ne parle pas de ces rapports-là? En son temps, je pense que quand il était question de l'ancien régime, Roch Kaboré, de ce qu'on avait eu des prémices, lorsqu'il décidait de lancer son opération main propre, il y a eu des discussions avec l'ancien président de la SULC, en la personne de Ibriga. Il nous disait qu'il y avait des dossiers dont ils ont discuté, sur lesquels ils allaient avancer ensemble. On avait demandé est-ce qu'il y a des noms et tout. Il a dit mais bon, il ne faut pas se focaliser sur des noms, mais il y a un certain nombre de dossiers. Donc je veux dire que si vous avez des rapports et pendant longtemps vous dites on ne vous donne pas les moyens, ou bien vous n'avez pas les coudées franches pour pouvoir bien enquêter. Si on est dans l'inversion des tendances, je pense que c'est par ça qu'on devait commencer.
on devrait commencer par les noms qu'on a et bien regarder s'ils ont pas de blanche ou pas. Là, on est dans l'enquête. Ça veut dire qu'on a déjà des éléments, on approfondit et puis on les règle. Mais là, on risque de se retrouver dans une situation où on a ouvert plusieurs fronts et on ne se retrouve plus parce que on est partagé entre plusieurs feux. C'est un peu l'inquiétude que moi j'ai par rapport à ça. J'ai dit on devrait déjà commencer à partir des rapports qu'on avait et puis pour ceux pour lesquels il y avait des blocages jusque-là parce qu'ils étaient des proches d'eux, parce qu'ils étaient au pouvoir, mais parce qu'ils étaient ceci ou cela, qu'on puisse élaguer ces choses-là. Pour moi, c'est la chose la plus facile. Et là, on va sur du concret parce qu'il y a eu déjà des dénonciations, il y a eu déjà des faits qui ont été dénoncés. Maintenant, bon, lorsqu'on est dans ce type d'appel, c'est bon, mais on attend de voir ce que ça va donner au regard, on va dire, avec l'avancée des choses. Alors, pour que les langues se délient, il y a l'ASE-LC qui propose des récompenses pour les dénonciateurs. Il précise justement, la structure, elle précise dans son communiqué que des récompenses sont prévues sur les produits recouvrés grâce aux dénonciations faites. C'est là justement où certaines personnes craignent qu'il y ait des abus. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver avec, au lieu de faire des témoignages, qu'on ait des délations? Oui, en fait, c'est pourquoi j'ai dit la mission elle est délicate au début. J'ai dit délicate, elle est noble et tout. Mais dans sa conduite, ça peut prendre une autre tournure. J'ai dit sous le tropique, le règlement de compte par voie, par l'utilisation de ces institutions-là, ou de ces, comment on appelle ça, de ces procédures, ne sont jamais loin. Mais effectivement, il y a plein de dossiers sur la table liés au crime économique. Les rapports sont très éloquents là-dessus. On peut déjà commencer avec l'existant. Oui, mais pourquoi on ne commence pas avec l'existant? Il y en a, les rapports ont clairement dit que c'est tel, dans telle structure, il y a eu tel dépassement, il y a eu ceci. C'est clairement même dit. Et les responsables même sont plus ou moins indexés. Le reste, c'est un travail d'enquête pour confirmer ou infirmer. Certains sont sortis pour se justifier, d'autres non. Dans l'affaire des villas qui avait défrayé la chronique, mais M. Bouddha a séjourné, entonne pour ça. Mais l'un des ministres qui était concerné, Bougma, la SELC a conclu que c'est un bien familial. Ça s'est arrêté là. D'autres dossiers ont suivi dans d'autres départements ministériels, dans ceci, dans cela, oui, et dans d'autres directions générales. Ces dossiers, je dis bien, d'abord c'est élaguer cela. Parce que ce n'est pas que nous disons à la SE de ne pas faire son travail. Mais quand je vois dans le communiqué qui nous informait qu'il y a des audits qui vont commencer, que tous les moyens ont été mis à leur disposition, moi j'en doute. J'en doute parce que les enquêtes coûtent cher. Et très cher. Luc Mergui-Sibriga était ici en émission. Il dit sous la transition, quand il est arrivé, ils ont commencé par traquer les biens de Burkinabés qui sont à l'extérieur. Quand l'enquêteur a présenté la première facture, lui, il est allé voir le Premier ministre en son temps. Quand il a pris la regarder, il a souri. Il dit, est-ce qu'on ne va pas patienter? On n'a pas les moyens pour ça. Puisque l'enquête coûte cher. Parce qu'il y a des gens qui sont doués pour repérer et savoir que telle villa conçue, telle bâtisse, c'est pour telle personnalité qui vient de tel pays. Ça demande des enquêteurs d'un autre niveau, qui ont des connexions, qui utilisent également de nouveaux outils qui coûtent cher. Et c'est salé. Même au Burkina ici, remonter même au Burkina, même remonter jusqu'au fil pour savoir que c'est en réalité c'est la cousine de tel patron ou c'est le cousin de tel gradé de l'armée qui a telle bâtisse ou qui a tel bien ou qui soit fonctionnaire civil. Ça demande également un travail sérieux. Donc je crains que la SELC ne s'essouffle, surtout qu'il y a plusieurs fronts, comme Geoffroy l'a dit, il y a plusieurs fronts qui sont ouverts. Et vous voyez que l'Assemblée nationale aussi a lancé pour elle, c'est 2018 et 2021. Donc au niveau de l'Assemblée, quand vous regardez, c'est la gestion de Bala seulement qui est demandée. Je ne sais pas si dans les départements ministériels, on va circonscrire également 2018-2021, ça fait combien d'ans? 3 ans, non? Est-ce que dans les départements ministériels aussi, est-ce que ça va être circonscrit ou bien ça va s'étaler sur une certaine durée? Parce qu'il a pris l'Assemblée nationale après le décès de Salifou Diallo en 2017 et c'est en 2018 réellement qu'il est rentré pleinement pour terminer et puis il a même commencé maintenant son magistère voilà, à partir de
de 2020. C'est vrai qu'il y a eu l'intérim que Benouende a assuré à un moment donné, jusqu'à ce que Bala prenne les rênes. Mais regardez, c'est 2018-2021. Et les années antérieures, ou bien comme Salifou n'est plus là, ou bien. Mais est-ce qu'il agit seul? Et si dans la chaîne, ce n'était même pas lui? Et il y a d'autres éléments de la chaîne qui étaient beaucoup plus et qui doivent être épinglés pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, là, j'ai dit bien, c'est bien circonscrit. Mais les autres, les départements ministériels, les autres, on ne les a pas. Je parle de la durée au niveau de l'Assemblée parce que c'est clairement établi 2018-2021. 3 ans. Maintenant, dans les autres structures, est-ce que ça va être la même durée qui va être donnée ou pas? Donc, et quand on regarde les papillons qui circulent sur Internet par rapport aux villas identifiées où on dit vous êtes tenu de passer tel jour pour... Voilà. Ça, il y a un risque également que des gens soient diffamés. Parce qu'il y en a qui risquent d'indexer à tort des bâtiments. Ou la SELC risque de se tromper à un moment donné. J'ai lu l'écrit du grand frère Newton Ahmed Bari. Et c'est pertinent qu'il va falloir faire très attention parce que la SELC est une autorité administrative indépendante. En ce sens que la SELC ne reçoit en principe pas d'injonction. En ce sens que ni la présidence, ni un des pouvoirs, parce qu'il y a 3, ne peut dire expressément à la SELC va dans tel pouvoir chercher à savoir ce qu'il y a. Donc, et par la qualité du travail que la SELC a rendu au fil des ans, les Burkinabés créditent sa note là positive, il y a une bonne image. Après les Burkinabés disent, ce n'est pas sa faute, elle a rempli sa mission. Et elle a même moins de moyens. Quand vous regardez le budget de l'Assemblée nationale, ici, quand Dr Ibriga a donné le budget, il y avait d'autres structures de lutte contre la corruption qui étaient là, dont l'actuel patron de la CLC, M. Nion, il était d'ailleurs à la place où il y avait M. Vaha. Ici, où je suis assis, Marius Ibriga était là. Et là, il y avait le patron du Rhin-Lac, Nakanabo, qui était assis aussi là. Voilà, les 3 étaient la Cour des comptes, le Rhin-Lac, la CLC était là. Et quand il a donné le budget, M. Nakanabo a souri. C'est une émission, il a souri, il dit, mais même nous, on est mieux logés que vous. C'est ce qu'il a dit. En termes de budget pour travailler, ça ne va pas. Les ressources sont minces. En 2015, avec ce qui a été donné, de voir sur le plan des décrets d'application, la présidence a piétiné sur un certain nombre de choses. Donc, même pour la ressource humaine, il y a une limite. Les moyens logistiques, il y a une limite. Mais la SELC faisait son travail. Mais c'est qui le droit qui devait poursuivre, prendre la suite, oui. Mais si, avec cette opération, la SELC ne fait pas attention, à un moment donné, la SE va être utilisée à d'autres fins. Et c'est ça le risque. Donc, je parle en disant que c'est délicat. D'entrée de jeu, j'ai dit que c'est délicat et c'est vraiment délicat. Et donc, nous, pour avoir lancé tous ces chantiers-là, est-ce qu'à la fin, nous allons pouvoir nous en sortir? Alors que je dis bien, il y a des dossiers sur lesquels on pouvait commencer déjà à traiter. Au fur et à mesure qu'on arrive à traiter, il y a des gens qui sont sanctionnés, qui purgent leur peine, ou qui sont lavés de tout soupçon. Au même moment, on dissuade les éventuelles brebis galeuses. Et dès que vous finissez cette opération, vous passez à une autre étape. Mais si aujourd'hui, le président Damiba dit qu'il a donné tous les moyens pour procéder, à la fin, nous allons constater ce que cela va donner. Mais moi, pour avoir eu plusieurs émissions avec les structures de contrôle, et pour avoir feuilleté certains rapports, par rapport aux moyens à mettre en œuvre, je doute que les structures de contrôle aient eu tous les moyens pour pouvoir faire face. Parce que j'ai dit bien, la facture est très salée. Et par rapport aux défis actuels que nous avons, c'est vraiment pas évident. Mais un audit dans notre contexte actuel, c'est une chose qui est la bienvenue. Parce que effectivement, il nous faut
nous réconcilier sur le plan de la gouvernance. Il nous faut nous réconcilier sur le plan de la dilapidation des ressources. Parce que la course folle à l'enrichissement illicite, à un moment donné, était devenue comme un maître mot. C'est-à-dire que sur le plan financier, sur le plan matériel, vous êtes évalué. Votre probité, à un moment donné, votre probité, c'est comme si le curseur de réussite seulement c'était d'amasser suffisamment d'argent, peu importe comment est-ce que vous l'avez amassé. Donc du jour au lendemain, vous devenez le parrain de tous les événements. Votre nom est chanté par tous les artistes musiciens et quand vous sortez, on parle de vous en bien parce que vous avez l'argent. Pourtant, vous avez pillé un pays, vous avez pillé des ressources. Des écoles se sont écoulées, des dispensaires se sont écoulés parce que vous les avez mal construites avec la complicité de quelqu'un qui est assis sur un gros fauteuil qui se fait appeler DG ou qui se fait appeler ministre. Donc, on a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Mais ça doit se faire avec suffisamment de sérénité. D'accord. Alors, dans le cadre justement de ce contrôle approfondi, on l'a dit, la SELC a affiché ses ambitions. Mais là où certains se posent la question, c'est justement que cette opération ne soit pas définie dans le temps, parce qu'il n'y a pas de période. Et cela, justement, rend difficile, ou peut peut-être rendre difficile, la tâche qui s'annonce pour cette structure de contrôle. Mais oui, la tâche sera forcément difficile quand vous regardez, parce que, au fond, on parle de bonne foi. Donc ça veut dire que si. Et puis vous savez, les délits d'apparence, c'est très compliqué. Hein. Ça veut dire que je vous regarde, j'estime que vous n'avez pas les moyens pour les réalisations les réalisations que vous portez. Et donc c'est une présomption. C'est-à-dire vous êtes un ami, vous êtes un voisin, vous êtes une connaissance, vous êtes quelqu'un que je connais de loin. Bien dont je connais, parce qu'il faut connaître un peu la vie de la personne pour se dire que bon, ça c'est pas possible qu'elle l'ait. Mais très souvent les personnes ciblées sont celles qui ont accédé très vite à certains postes et pour lesquels on pense que bon, du fait du positionnement, très vite on a vu une vie qui a changé, qui allait du rien au tout. Donc mais là, le problème, vous ne maîtrisez pas quelles sont ses entrées, vous ne maîtrisez pas quelles sont ses sources de revenus autre part. Ce que vous voyez, c'est que vous dites, depuis qu'il a accédé à telle fonction, voilà les réalisations qui sont advenues, et pour vous, c'est sans commune mesure avec ce que pourrait être son salaire, ce que pourrait être sa rémunération. Donc c'est sur la base de présomption. Maintenant, on vous demande de venir le faire de bonne foi. Est-ce que l'on ne risque pas de se trouver débordé? Parce que quand on regarde dans la question des biens, vous allez voir un bien mobilier et tout, ça va jusqu'aux animaux, hein, pour peu que ça dépasse 250 000 francs. Donc je veux dire, il y a des acquisitions de voitures, il y aura plein de choses. Mais donc quand vous regardez, ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple. Maintenant, vous connaissez aussi la nature des uns et des autres. Hein. Même les gens vont on a parlé de bonne foi, mais les gens vont dénoncer sur la base de l'aigreur. Parce que depuis que peut-être que vous avez été vous avez été dommé, vous passez plus au quartier, vous avez déménagé, vous avez bon. Et après on se dit bon, il y a beaucoup de choses qui se disent et on se dit bon, écoutez, quand vous regardez ce monsieur-là, c'est pas possible, on l'a connu au quartier ici, et c'est sûr que c'est sa nouvelle fonction qui lui a permis ça, mais son rapprochement au sein du parti, parce que celui-là était au pouvoir, et ceci et cela, et ça va aller très vite. Donc ils vont se retrouver avec une bonne pile de dossiers. Et on sait que regarder dedans demande de l'argent, parce qu'il faut mobiliser des hommes. C'est pour ça que j'ai dit le plus important, pour moi l'acte premier aurait pu être l'enquête, c'est plus ciblé. Il y a déjà des dénonciations qu'on a. L'enquête, c'est que c'est au-delà au regard de ces dénonciations, allez maintenant fouiller. Donc vous avez déjà un canevas, vous avez une direction, vous avez quelque chose qui vous est indiqué. Mais là, on va venir vous mettre de la matière dans laquelle vous allez regarder. Ah, ça demandera beaucoup de... Je me demande combien de dossiers ils auront, comment ils vont les éplucher, quel temps ils auront, quels moyens humains ils y mettront, quels moyens financiers ils y mettront. Mais je ne dis pas que cela signifie que ce n'est pas une bonne initiative. Ça peut l'être. Mais c'est la façon dont elle sera menée, les moyens qui seront mis à la disposition de cette ASELC-là, qui fera la différence, qui fera vraiment qui sera le facteur déterminant. Alors que on sait que c'est une autorité qui, depuis longtemps, a toujours dénoncé le fait de n'avoir pas les moyens
pour pouvoir élaguer un certain nombre de dossiers. Et il est attention, même quand vous allez sur les questions de dénonciation et tout, il y aura des éléments sur lesquels vous aurez besoin d'experts pour comprendre. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est dans, je prends un exemple tout simple, qui est dans des domaines d'activité comme des services à valeur ajoutée que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne maîtrisez pas, par exemple, l'économie, alors qu'on sait que aujourd'hui tous ceux qui sont comment dire cela, j'ai pris un exemple tout simple, mais ceux qui sont aujourd'hui les entrepreneurs dans des domaines qui sont ceux des technologies nouvelles, vous ne voyez pas grand-chose comme ça. Mais ce qu'il génère comme bénéfice, quelquefois, vous allez tomber à la renverse. Donc, si vous n'avez pas de techniciens pour pouvoir évaluer, vous serez dépassé. Vous risquez, peut-être en appuyant, pensant que c'est là où ça fait mal, retrouver ridicule, par exemple, à un procès. Parce que vous n'aurez pas pris la pleine mesure de ce dans quoi vous regardiez. Donc, ça va demander quelquefois des expertises. Mais donc, c'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce qu'on va mobiliser pour tout ça? Alors que dans l'enquête, il y a des choses qui sont déjà dénoncées, qui sont déjà ciblées, on peut aller et très vite. Mais là, on risque d'avoir des piles de documents pour lesquels il faudra une bonne ressource humaine pour élaguer et des moyens avec des experts pour bien regarder. Et je pense qu'on aurait pu aller step by step, aller avec les rapports qu'on a, qui sont très nombreux, qui sont assez étayés. On a le REN là qui a fait du bon boulot, la SULC aussi. Mais vraiment, on va observer. C'est de bonnes décisions. Puisque le problème aussi, c'est que c'est ce que beaucoup de Burkinabés ont appelé de leur vœu. Qu'il y a des gens aujourd'hui, quand vous regardez le train de vie, on ne peut pas accepter, ça ne peut pas être normal. Il faut qu'on regarde. Mais il faut qu'on regarde, ça demande des moyens. Donc, à la fois, on donne aux gens ce qu'ils veulent, mais il faut qu'on y mette le contenu qu'il faut. Il faut qu'on donne, et ce sera mon dernier mot, il faut qu'on donne vraiment les moyens à la SULC pour pouvoir atteindre ses objectifs, parce qu'il y a beaucoup de fronts là qui ont été ouverts. Alors, refonder l'État, aller vers un Burkina nouveau, c'est la mission que s'est assignée les nouvelles autorités. Et cela passe forcément par cette mission-là, à lutter contre la corruption, aller vers une gestion vertueuse des ressources de l'État. Donc, vous comprenez un peu le point d'honneur qui a été mis justement sur cette opération par les nouvelles autorités. Je suis d'accord. J'ai dit que sur les audits, en principe, les audits ne doivent pas faire peur. Franchement. Que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public. Puisque c'est pour aller mieux. Donc, c'est comme si vous ne vous sentez pas bien, vous voyez, mais le médecin, il y a un diagnostic à faire. Vous ne voulez pas le diagnostic, vous voulez un produit, un remède, ce n'est pas possible. Alors qu'il y a des patients qui ont été traités. Il reste maintenant à faire des examens approfondis et prescrire le traitement qui va avec. Mais en attendant, on vous donne des soins palliatifs, on dit prenez ces produits-là. C'est la même chose que ceux qui ont été soupçonnés à tort ou à raison, qui ont même été entendus, soient relevés de leur poste. Ça n'avait pas été fait pour certains, ça l'a été pour d'autres. Ça, c'est déjà un début. Ça, ce sont des éléments conservatoires. C'est ce que j'ai dit, les soins palliatifs, en attendant la spécialité, en fonction de ce que le résultat final va donner. Si la priorité, c'est de donner les moyens conséquents à la justice pour élaguer les dossiers déjà contenus dans les rapports de l'ASULC, du RENLAC, des journalistes d'investigation. J'ai dit que c'était déjà un pas de gagné en termes de sérénité. Donc par rapport aux priorités du moment, lancer un audit à tout vent, est-ce que c'est supportable par nos ressources? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que ça n'ouvre pas la voie à la délation, à la dénonciation, aux fausses dénonciations, parce que le climat politique est en train de se reconfigurer. Sur le plan de politique, il y a des forts du moment. Et quand vous entendez certains parler, qui siègent à l'hémicycle, vous pouvez faire une image de où est-ce que certains abordent cette transition-là. La sérénité nécessaire, c'est dire, compte tenu du fait qu'il n'y aura plus d'impunité, on commence à élaguer les dossiers qui étaient impunis. La donne commence à changer, à se normaliser. Mais non. Alors après, on aurait une justice burkinabé qui sera acculée par les Burkinabés, qui déborde de dossiers, qui ne rend pas justice, à qui on va aussi en vouloir, mais parce qu'elle n'a pas les moyens. Pour boucler d'ailleurs certaines enquêtes au niveau de la justice déjà, avant de pouvoir faire rendre gorge à ceux qui le doivent. Donc je pense qu'il y a ce travail, j'ai dit bien sûr, qui doit aussi être fait. Vous prenez la JE, l'agence judiciaire de l'État,
qui est en même temps, je dirais, je ne sais pas s'il faut l'appeler le huissier, le notaire ou le quoi de l'État en même temps, mais qui n'a pas aussi suffisamment de ressources pour les questions de recouvrement pour ceux qui doivent à l'État, alors qu'on a beaucoup d'argent dehors, que cette agence aurait pu permettre d'avoir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il y a un problème de sérénité à un moment donné, et de fixation de priorité, j'ai dit bien. Est-ce qu'à l'instant T, les audits sont une priorité sur l'échelle des priorités? Sachons donner la priorité. Donc jusqu'à présent, il y a des DG qui sont à leur poste mais qui ont été épinglés. Il y a des cadres dans les ministères qui ont été épinglés qui sont toujours à leur poste. C'était de reprendre les rapports, regarder, donner les moyens, j'ai dit bien les moyens conséquents à la justice, et puis c'est fini. Parce qu'en principe, on ne peut pas donner des instructions à l'SELC. La loi le dit clairement. La loi le dit clairement. Et c'est l'article 47 de la loi 082-2015 sur la SELC qui dit que, je cite, dans l'exécution de leur mission, les membres de la SELC ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité extérieure. C'est la même chose pour la justice. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez les moyens pour agir, mais vous n'interférez pas. Ça ne vous regarde pas. Parce que vous-même qui commanditez, vous pouvez être susceptible d'être audité. Pendant qu'on y est, le chef de l'État a déposé la déclaration de patrimoine et de biens sur la table de la SELC. Dans une des livraisons du courrier confidentiel que j'ai lu, monsieur n'a pas rempli toutes les cases. N'a pas justifié tous les biens. Le chef de l'État lui-même. Tu as dit qu'il a donné les moyens pour l'audit. Alors, est-ce qu'il va venir compléter ou bien est-ce qu'il ne viendra pas? Et s'il ne vient pas, force doit rester à la loi. Donc, logique pour logique, cohérence pour cohérence, il faut également que ceux qui l'ont souhaité montent parte blanche. Parce qu'un citoyen dira, ah non, je ne comprends pas. Pourquoi lui ne nous dit pas tout sur ses biens? Et puis il dit aux autres de justifier. Il y a un problème de cohérence et de logique. Alors que la SELC, étant donné qu'elle est indépendante, on a vu les rapports qui ont concerné le carburant de la présidente du Faso, qui ont concerné les frais de communication de la présidente du Faso et même dans certains ministères. Donc lui, il est arrivé dans ces conditions. Est-ce qu'au niveau de la présidence également, il va regarder? Mais lui-même, dans le cadre de son remplissage, là, comme il n'a pas respecté toutes les formalités en la matière, alors qu'il est le chef de l'État, qui veut des mains propres autour de la table. Alors que quand on regarde, on a l'impression qu'il n'a pas encore très bien lavé les siennes. Peut-être qu'il va revenir là-dessus, mais c'est quand même flagrant, président. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il nous faut de la sérénité, savoir fixer nos priorités et aussi élaguer ce qui est pour le moment sur nos mains là. C'est plus facile ça. Mais je n'ai pas dit de ne pas faire un audit ou des audits. Parce que j'ai même dit que même quand vous mettez beaucoup d'argent et que tout roule, vous pouvez même faire un audit organisationnel pour voir est-ce que la structure ne peut pas mieux aller si on revoit l'organigramme. Même tout ça. Donc il n'y a pas de problème. En principe, ça ne doit pas faire peur en fait. En réalité, de mon point de vue. Donc, comme quelqu'un ne doit pas avoir peur d'aller consulter un médecin, c'est la même chose que quelqu'un ne doit pas avoir peur de comment on appelle ça, de faire appel à un auditeur. Parce que vous pouvez vous lever, aller faire un bilan de santé et arriver, ça c'est un audit que vous faites de votre corps, arriver, il y a des pathologies que vous ne savez même pas que vous avez ça et puis vous découvrez ça, après ça demande des traitements, de la discipline alimentaire et tout, mais vous ne devrez pas avoir peur parce que c'est pour mieux vous porter. Mais en attendant, vous avez des pathologies qui sont découvertes. Vous savez des maladies que vous portez, mais vous ne les soignez pas. Alors que la prescription médicale même est là, vous ne les soignez pas. Et vous partez demander de nouveaux examens. Mais monsieur ou madame, il y a déjà des soins à administrer par-ci. Donc je pense que c'est beaucoup plus là les enjeux. La priorité est à quel niveau?
Merci, monsieur le juge. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Accusés de crimes de masse à Moura, Bamako et Moscou bloquent toute enquête indépendante. En tout cas, c'est le grief qui est porté contre les autorités de la transition au Mali. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Moura? Les autorités maliennes parlent de plusieurs centaines de terroristes tués. Par contre, des structures de défense des droits de l'homme parlent de massacres de civils à Mas. Juge va encore une guerre de communication sur la stratégie, sinon la lutte contre le terrorisme au Mali? Oui, on est dans une guerre de communication, ça, il n'y a pas de débat. Depuis que la France a été sommée de partir, vous écoutez leurs médias, RFI en tête, vous allez comprendre, on nous tout le temps avec des exactions au Mali, c'est normal, parce que bon, on sait comment ça s'est terminé, et ce sont des diplomaties qui se regardent en chien de faïence, et certains médias étant rien d'autre que le porte-voix de l'Élysée, ça ne transparaît et ne transpire que ces positions-là. Donc, on est quelquefois dans une guerre de communication et dans l'envie aussi de noter que c'est pas parce qu'on est parti que les résultats sont plus réluisants. Il faut faire attention à ce qui est en train d'être brandi comme positif. Il y a à bien regarder parce que ce n'est pas forcément ceci, ce n'est pas forcément cela. C'est ce son-là qu'on entend quelquefois aussi du côté français. Mais je crois aussi qu'il faut dépassionner aussi les choses, hein. Il y a une méthode qui a été celle décrite notamment russe sur certains théâtres d'opération. Et pour certains, il faut être prudent de sorte à ne pas accepter qu'il y ait aussi, quoi qu'on dise, de non-respect de certains droits. Et ça, c'est très important. Mais le problème, c'est que ceux qui disent que rien n'a été respecté n'y sont même pas, n'y ont pas accès. Donc c'est un peu compliqué. Ce qui est demandé, c'est une enquête. C'est-à-dire une enquête. Le problème, c'est que le Mali sait aujourd'hui que dès qu'ils ouvrent, ils ne maîtrisent plus le rapport qui sera fait. Parce que tout est aujourd'hui positionnement politique. Et puis, vous savez, en la matière, c'est vraiment difficile, hein. Le Mali cherche aujourd'hui à trouver la solution à son terrorisme. Et il y a un allié qui lui permet d'engranger des résultats sur le terrain. Et il y a aussi une France qui a été déboutée, qui est revancharde, vu la façon dont elle est partie et qui est dans une guerre de communication. Donc c'est dans tout cela qu'on est. Et derrière, on sait comment les enquêtes se font. Après, c'est des sanctions qui sont prises contre vous. Et le Mali en est conscient aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on est dans une réalité de terrorisme. Quelquefois, lorsqu'on parle de civils tués, moi je me pose la question de savoir sur la base de quoi. C'est quoi un civil qui est tué dans un théâtre d'opération dans des cas pareils? Parce qu'on fait face à un genre de guérilla. Ça veut dire que le terroriste, en fait, c'est le civil qui a l'arme à la main. Lorsqu'il n'y a plus l'arme, il est quoi? Il est civil? C'est la question que je pose. Donc, en la matière, c'est souvent très difficile de dire c'est plutôt un civil, c'est un terroriste, mais le terrorisme même, c'est un civil. Donc, il y a une complexité dans la guerre qui est en train d'être menée dans nos États qu'il faut accepter. Ça, pour moi, c'est un premier point. Donc, il faut faire attention dans la façon dont on approche les éléments. La preuve, parlons de la France d'ailleurs. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Bounti? C'était dans un mariage. Quand ils ont décidé de frapper les frappes aériennes, quand ils ont décidé de frapper, c'était en plein mariage. Ils ont dit, il y avait 3 hommes en armes et c'était des membres d'une katiba. Mais il y avait un mariage. Plusieurs dizaines de morts. Jusqu'à aujourd'hui, la France a rejeté l'enquête que l'ONU a eu à diligenter là-dessus. Ils soutiennent mordicus qu'eux ont attaqué des terroristes. Mais les terroristes, c'était à un mariage, il y avait des civils, c'était dans un village. C'est des civils, c'est des terroristes. C'est qui? C'est aller où? Et quand on parle d'enquête, on sait comment ça fonctionne aussi. Je parle encore de la même France. Ce qui s'est passé à Mpoko,
Ça, ce n'est plus une affaire de mort sur théâtre d'opération. Des soldats qui étaient accusés d'avoir contre nourriture, abusé d'enfants. Ces enfants ont eu le courage de donner leur témoignage. Et je pense que l'enquête avait été remise à la gendarmerie comment est-ce qu'il appelle ça, de Prétoqué, je pense un truc comme ça. Et quand ils sont venus écouter, ils sont venus d'abord entendre des enfants déjà très fragiles, sans avocat, sans psychologue, avec les mêmes treillis qui les ont abusés. Comment est-ce que ça va se passer? Ces enfants c'était pas facile. Mais ils ont maintenu leurs accusations. Ils ont eu à mettre en garde à vue certains militaires français parce que dans leurs ordinateurs, on a même trouvé des vidéos pédophiles. Mais c'est là où il y a eu non-lieu. C'est-à-dire, on ne dit pas que ça n'a pas eu lieu, mais les coupables ne sont pas désignés. Je veux dire que c'est ça les enquêtes aussi. Il peut y avoir les faits et il n'y a pas de responsable selon que vous êtes fort ou bien que vous êtes faible, selon que vous voulez garder un genre de respectabilité pour votre armée ou quoi que ce soit. J'ai pris seulement 2 exemples qui concernent la France elle-même. Le Mali, c'est pas la France, le Mali est plus fragile. Et je pense que Goïta, il est conscient que s'il y a une mission d'enquête dans son pays aujourd'hui, c'est les sanctions qui vont suivre après, parce qu'il n'aura aucune marge de manœuvre, il n'aura pas cette force-là médiatique de pouvoir investir une quelconque tendance ou non de pouvoir se justifier. Et c'est pour cela qu'il a comme ému. Et il a un allié qui est la Russie, qui est sur le théâtre des opérations avec lui. Et qui ferme aussi pour ne pas qu'il y ait cette enquête-là, notamment aussi avec la Chine. C'est le contexte dans lequel on est aussi aujourd'hui, dans ce type de guerre-là, où même les bavures faites par n'importe quelle armée sont couvertes. J'ai pris le cas de la France pour qu'on se comprenne. Je ne dis pas que ça ne s'est pas passé au Mali. Ça veut dire que chacun couvre ses cadavres, cache ses cadavres. D'accord. Alors, juge Bourgman, on l'a dit, les autorités maliennes annoncent une enquête pour en tout cas élucider ce qui s'est passé à Moura et au même temps refusent que des experts onusiens aient accès à cette localité-là. Finalement, que cache Bamako et que cache la Russie? Parce qu'il y a également un veto qui a été opposé à une enquête, à l'ouverture d'une enquête des Nations Unies. Bon, le Mali, c'est aussi le prolongement de la guerre Russie-Europe, pour ne pas dire les États-Unis. Donc, cette guerre-là, même diplomatique, continue de se jouer sur les théâtres des opérations en Afrique et partout dans le monde. Donc, au Mali, c'est la même situation qui se déroule. Sinon, dans les placards français, il y a plein de cadavres qui sont cachés et de victimes qui sont cachées, comme l'a dit Geoffroy. Je ne vais pas revenir sur les faits où les soldats de l'ONU ont été épinglés, où les soldats français également ont été épinglés pour des cas de violation des droits humains, des viols d'enfants et tout. Maintenant, pour le cas malien, il faut comprendre, étant donné que nous sommes dans une logique de guerre asymétrique, de guérilla, comment est-ce qu'il faut distinguer le bon grain des livrets? Par rapport à cette lutte contre le terrorisme, effectivement, c'est une équation qui est très difficile. Entre des gens qui défendent un territoire, qui veulent protéger un territoire, qui doivent savoir faire la part des choses, entre les terroristes à éliminer, à neutraliser selon dans leur jargon, et en même temps aussi épargner des vies civiles innocentes. C'est une mission très très délicate que l'armée la mieux professionnelle au monde ne pourra pas résoudre comme solution, trouver comme équation à résoudre. Que ce soit en Libye, en Irak, les mêmes qui incriminent le Mali ont été épinglés dans plusieurs rapports et dans plusieurs cas de violation des droits humains. N'en parlons même pas de l'invasion elle-même d'abord. Donc, la réalité, elle est là, implacable pour le Mali. Je comprends aussi la posture du Mali, qui dit que je me bats pour me défendre, vous ne m'aidez pas, ou bien vous faites semblant de m'aider, je commence à avoir du résultat, et c'est en ce moment que vous venez m'emmerder entre griffes. Donc c'est comme si à la limite le Mali dit excusez-moi, foutez-moi la paix quoi. Donc le Mali est aujourd'hui dans cette tendance. De nombreuses années, beaucoup d'argent, beaucoup d'armement, avec un résultat pas satisfaisant. Donc ça sent aussi l'agacement de Bamako, qui a aussi raison, parce que c'est pas aussi simple
dans une telle situation. Mais je dis bien, si le Mali n'a rien à se reprocher, je ne vois pas en quoi est-ce que les Maliens doivent, comme on appelle ça, veulent refuser. Et aussi de l'autre côté, bon, comment est-ce que je me mêle? Parce que vous avez même dit que vous partez, sans même informer Bamako. C'est à la télé que tout le monde, les Maliens comme le reste du monde, a appris que vous pliez bagages. C'est à la télé. Donc vous partez, mais vous ne partez pas. Mais bon, comme c'est sous le label de l'ONU, ça peut se comprendre, mais quand on parle de l'ONU, chaque entité de l'ONU a aussi son précaré. Donc quand on fait le lien, on comprend pourquoi. Débat autour du supposé massacre à Mora et en tout cas l'appel à contribution des citoyens dans le cadre de la lutte contre la corruption et le travail d'audit dans les structures publiques au Burkina Faso. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.